Alors, qu'est-ce qui fait un grand leader au fond? C'est la grande question qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans une perspective assez unique, celle du livre « L'art du leadership » de Doug Howard Mills. Ce livre, qui est sorti en 2003, attention, ce n'est pas du tout un guide de leadership comme les autres. Il est audacieux, parfois un peu provocateur, et il explore sans phare ce que l'auteur pense être les principes essentiels du leadership, pour le meilleur, et parfois pour le pire. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Le livre s'ouvre sur une affirmation pour le moins percutante. Tout, absolument tout, dépeint du leadership. Pour l'auteur, c'est ni plus ni moins qu'une question de vie ou de mort pour n'importe quelle organisation, que ce soit une église, une entreprise ou même une nation entière. Et voilà la question centrale qui va nous guider. On va décortiquer ensemble, étape par étape, la vision de l'auteur pour vraiment comprendre ce qu'il met derrière ce concept si important, l'art du leadership. Pour bien saisir l'importance du leadership, le livre nous propose d'abord une petite expérience de pensée. Imaginons un monde sans leader, et là, on est loin de l'utopie égalitaire. L'auteur, lui, il nous dépeint ce scénario comme une véritable malédiction, une pente glissante vers le chaos et la ruine. Ouais, le point de départ est assez radical. D'après le premier chapitre, priver une société de ses dirigeants, c'est carrément l'une des pires punitions imaginables. L'absence de leadership n'est pas juste un vide, non, c'est une force active de destruction. Bon, après avoir vu l'enjeu au niveau du groupe, le livre se penche sur l'individu. Devenir un leader, c'est avant tout une décision personnelle. Et c'est une décision qui implique de remporter plusieurs batailles contre soi-même. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les plus grands obstacles ne sont pas à l'extérieur. Non, ils sont en nous. Le chapitre 2 identifie des freins évidents, comme la peur des critiques ou la peur de l'échec, mais aussi des combats plus personnels, comme le complexe d'infériorité ou l'égoïsme, qui nous empêchent de répondre à l'appel. On aborde maintenant l'une des parties les plus singulières et, pour être honnête, potentiellement les plus controversées du livre. L'auteur ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire. Il passe aussi énormément de temps à décrire les archétypes de mauvais leaders qu'il faut fuir à tout prix. Et pour construire son argumentation, il s'appuie sur ce verset biblique. C'est vraiment la pierre angulaire de sa réflexion pour introduire deux styles de leadership qu'il qualifie de malédiction, ce qu'il va appeler le leadership enfantin et le leadership féminin. Alors, qu'est-ce qu'il met derrière ces mots? Le leader enfantin, d'après lui, est désorganisé, obsédé par les symboles de statut et incapable de résoudre des problèmes concrets. De l'autre côté, le leader qu'il qualifie de féminin est décrit comme enclin à la jalousie, à l'abus de pouvoir et à l'insécurité. Il est très important de souligner qu'il s'agit bien des classifications et des stéréotypes de l'auteur, qui, bien sûr, sont sujets à débat. Ok, après avoir exploré les modèles à ne pas suivre, le livre passe à des conseils beaucoup plus pratiques. Concrètement, comment un leader efficace doit-il opérer? La réponse se trouve dans la maîtrise de deux domaines, la stratégie et les relations humaines. Le chapitre 8 présente la stratégie d'une manière incroyablement simple. Il ne s'agit pas de plans compliqués, mais simplement d'une série de manœuvres. L'auteur dit qu'un mauvais leader ne fait rien ou ne fait qu'une seule chose, alors qu'un vrai leader, lui, a compris que pour atteindre un objectif majeur, il faut une succession d'étapes bien pensées. Mais bien sûr, une bonne stratégie ne sert à rien si l'on ne sait pas interagir avec les bonnes personnes. La question est donc, vers qui un leader doit-il se tourner? Avec qui doit-il passer son temps? Le livre est très clair là-dessus. Un leader complet doit savoir évoluer dans deux mondes en même temps. D'une part, il faut interagir avec les grands, les puissants, les riches, pour les ressources qu'ils peuvent apporter. Et d'autre part, et c'est fondamental pour l'auteur, il faut se consacrer aux petits, les pauvres, car c'est là que réside le véritable appel. L'équilibre entre les deux est la marque d'un grand leadership. On arrive maintenant au cœur de la philosophie du livre. Au fond, quel est le but de tout cet effort? Quelle est la véritable finalité de cet art du leadership? Voilà qui résume parfaitement la conclusion du livre. Pour l'auteur, le leadership, ce n'est pas un titre ou un statut. C'est un art, quelque chose qui s'apprend et dont le but ultime est de construire, de servir et de laisser une empreinte positive qui dure. Le titre d'un des derniers chapitres est d'ailleurs « Construisez quelque chose si vous êtes un leader ». Difficile d'être plus direct. Cette analyse nous laisse donc avec une question essentielle que le livre lui-même nous pose. Si diriger est un art, alors à quoi ressemble le chef-d'œuvre? Est-ce une institution, un mouvement ou simplement l'amélioration concrète de la vie des gens qu'on a guidés? C'est la réflexion que cet ouvrage nous laisse.